Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, monsieur, bonjour. Heureuse année 2021 à chacun de vous. C'est la rubrique Le Point. Merci de votre fidélité. J'espère que le passage de 2020 à 2021 a été bien pour vous. Nous allons accorder une place, ou encore nous accordons une place particulière à la diaspora haïtienne, à cette première édition de la rubrique Le Point de ce lundi 4 janvier 2021. En guise de présentation de l'IDEN, qui est une organisation baptisée d'ailleurs l'intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti, nous avons avec nous deux membres, deux représentants de cette organisation. D'abord, Junior Jean-Rémy, qui est à ma gauche, et Valérie Mazil, qui est à ma droite, pour parler des attentes, si vous voulez, de la diaspora haïtienne par rapport à Haïti. Qu'est-ce que la diaspora attend d'Haïti et comment la diaspora peut contribuer au développement d'Haïti? Qu'est-ce qu'elle veut dans la perspective ou bien dans l'éventualité d'une nouvelle constitution? Quelle est donc la place que la diaspora espère occuper dans cette constitution? D'abord, Valérie, c'est un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous vivez actuellement au Canada. Et vous avez fait de la télé aussi, si je ne m'abuse, et vous êtes politologue. Jusque-là, ça va? Oui. Bonjour, et à vous de vous présenter. Merci Wendell, bonjour tout le monde. Je suis en effet Valérie Mazil, je réside au Canada depuis 1995. Je suis née ici, en Haïti. J'ai vécu ici 18 ans et je suis partie en 1995, effectuer mes études là-bas, des études en sciences politiques. Et depuis, voilà, je travaille en tant que consultante internationale et j'ai coordonné différents projets et je suis aussi très impliquée dans toutes les causes, tout ce qui traite d'Haïti. Je dirais qu'il y a une partie de moi qui n'a jamais laissé Haïti. Et me voilà aujourd'hui impliquée au sein de cette organisation, l'intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Et depuis lors, nous menons un plaidoyer pour pouvoir faire reconnaître les droits civils et politiques des Haïtiens vivant à l'étranger, au sein de la Constitution et dans la vie nationale du pays. Faire reconnaître la diaspora comme un secteur, un acteur. Et ce serait tout. En guise de présentation pour le moment. Oui. Alors, pour une meilleure représentativité ou représentation, autrement dit, on serait très content d'avoir Timer Hadi avec nous, mais malheureusement empêché, il ne peut pas. Il a été empêché, en effet, et c'est Hadi Timer est le coordonnateur régional pour la région de la Floride et des États-Unis, l'un des coordonnateurs régionaux plutôt. Et là, il a été empêché. Il ne pourra pas se joindre à nous. Malheureusement. Malheureusement. Et nous nous rabattons sur Junior Jean-Rémy, qui lui travaille pour l'organisation également, mais en Haïti. Oui. Exactement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, je suis Junior Moschino Rémy, je suis le coordonnateur général de l'organisation et aussi fondateur de cette belle organisation qui milite pour une cause assez noble qui est l'intégration de la diaspora haïtienne dans la vie socio-politique et culturelle du pays. Et c'est ça. Intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. C'est déjà ambitieux comme projet. On dirait oui. Très ambitieux, mais pas impossible, en fait. Et je pense que nous avons commencé en 2019, autour de septembre 2019, et dans l'espace d'un an,
un peu plus d'1 an, nous avons réalisé quand même beaucoup de choses. Nous avons, si sincèrement on établit un inventaire de nos actions, des actions menées, je dirais que nous sommes, toute l'équipe est vraiment fière de ce que nous avons pu réaliser jusqu'à date. Alors, comment? En si peu de temps. En si peu de temps. Et je pense qu'aussi, cette entrevue aussi aujourd'hui augure pour l'organisation et même pour la diaspora, parce que vous l'avez mentionné en saluant tout le monde et en présentant vos vœux, que la première émission, Le Point, a été destinée à la diaspora. Donc pour moi, ça augure une année aussi pour la diaspora très florissante et agréable. C'est tout simplement parce que la diaspora veut beaucoup dire pour Métropole. Aussi simple que ça. Aussi. Alors, en termes, je dirais que, écoutez... Alors, ce que j'allais vous demander, et c'est surprenant qu'une personne qui vit au Canada crée une organisation pour la diaspora. Et c'est étonnant aussi que cette personne, disons que Valérie Mazil, participe à cette émission au nom de la diaspora. Et alors que l'on sait, en Haïti, quand on parle de la diaspora, on voit les États-Unis, alors que vous vivez au Canada. En termes de représentativité, est-ce que l'intégration de la diaspora pour l'émergence du Nouvel Haïti peut se targuer d'être présente dans plusieurs pays étrangers pour être effectivement une structure forte, capable de s'exprimer au nom de la diaspora? Tout à fait. Je pourrais introduire rapidement que, en fait, cette organisation a été lancée, je dirais, par Junior Moschino et une équipe de jeunes. On était au Canada, on a pensé aux travaux qui existaient déjà dans le domaine en fait pas dans le domaine, mais les travaux qui existaient déjà sur cette question de la diaspora. Et là, Junior a eu cette initiative de rassembler les jeunes, beaucoup de jeunes, surtout de la génération de la quarantaine, etc. Ces jeunes qui sont encore soucieux de l'état du pays, en fait, du développement en Haïti. Alors, on a décidé de lancer... Alors, je dirais que l'initiative est partie du Canada, mais nous avons des membres disséminés à travers le monde. Nous avons des coordonnateurs régionaux, comme Adi Timea, qui aurait dû être avec nous, qui est de la Floride, l'un des coordonnateurs régionaux. Et il y a, nous avons au Canada, en Europe, Tuken Caicos, dans les îles, République dominicaine. Nous avons c'est-à-dire un groupe de 200 et quelques membres qui sont un peu partout disséminés. Donc nous ne sommes pas seulement... Et on fonctionne comment? On fonctionne comment? Est-ce qu'on intervient via Zoom? On fait des rencontres de ce genre, mais pas d'assemblée. Si vous parlez de 2019, date à laquelle la structure a été créée, on comprend que Covid est venu donc vous mettre des bâtons dans les roues et que ce ne serait pas possible d'envisager des rencontres importantes. Effectivement, mais on a quand même utilisé la technologie qui est la vidéoconférence Zoom pour faire certaines réunions, des assemblées, et des rencontres avec des partis politiques en Haïti, des rencontres avec le ministre D, qui est encore ministre en Haïti, et d'autres rencontres beaucoup plus avancées sur d'autres projets, surtout pour la Constitution. Et nous avons utilisé la technologie quand même assez bien pour mener cette bataille. C'est ce qu'on peut dire jusqu'à date. Covid nous a mis les bâtons dans les roues, comme vous l'avez mentionné. On ne peut pas organiser une assemblée avec presque les 300 membres que nous avons. C'était possible, mais nous utilisons la technologie pour faire les rencontres et faire avancer les travaux. Maintenant, la question, comment une simple structure peut contribuer à l'émergence du Nouvel Haïti? Moi, je dirais... Là, je me réfère à l'appellation, quoique ambitieuse, de l'organisation. La structure seule ne pourrait pas,
mais avec l'ensemble. C'est un projet. C'est un projet. On est d'accord, c'est un projet. On travaille quand même. Mais comment y arriver Il faut quand même travailler en collaboration avec les autres organisations existantes. Et aussi, il y a d'autres organisations qui ont pris naissance aussi ces dernières années. Et nous travaillons ensemble. Et toutes seules, nous n'arriverons jamais à mener cette bataille. Toutes seules, non. Si je pourrais ajouter, en effet, à ce que disait justement Junior, c'est que au sein même de l'organisation IDENH, nous avons des membres de plusieurs autres organisations de la diaspora. Nous avons, en fait, ça fait partie aussi de notre mission de nous joindre et de travailler en étroite collaboration avec les organisations déjà existantes. Donc, ce qu'on a voulu, je dirais, le projet, en fait, le côté ambitieux de ce projet-là, c'est d'avoir voulu embrasser tout ce qui existait déjà et de l'appuyer, de le pousser, de dire, voilà, ça existe, on s'en inspire et on avance la cause. Parce que la génération des gens de la quarantaine, comme Junior et moi-même, nous avons quitté le pays depuis 1995, etc. C'est une génération qui se retrouve, la majeure partie des jeunes de notre âge se retrouvent à l'extérieur. Alors nos enfants sont nés là-bas. Alors on s'est dit, mais les enfants sont nés là-bas avec l'instabilité politique qu'a connue, toutes les formes d'instabilité politique qu'a connu le pays ces derniers temps. Nos enfants n'ont pas la chance de connecter à ce pays-là comme il faut. Alors c'est à nous maintenant de faire quelque chose. Et nous sommes la dernière génération. Et nous sommes la génération vraiment, après nos parents, attachés encore à ce pays, qui devrait continuer ce lien avec ceux qui sont sur place. Vous êtes en train de nous dire que vous réfléchissez souvent à l'idée d'inviter vos enfants à venir en Haïti. Mais moi, à cause de l'instabilité, à cause de l'insécurité, vous avez peur. Et ce serait légitime. C'est très légitime. C'est d'ailleurs ce serait l'une des revendications de la diaspora, sinon la majeure, c'est-à-dire de pouvoir revenir. Les Haïtiens qui vivent à l'étranger, ils veulent revenir dans leur pays d'origine, que ce soit pour du tourisme d'affaires ou encore pour du tourisme d'agrément, voyage, etc. Mais ils veulent vraiment que leurs enfants soient connectés au pays. Mais si par exemple, on a une instabilité, encore une crise qui nous... Une instabilité chronique, une crise chronique. Donc, ça rend la situation beaucoup plus difficile parce que même lorsque moi, je serais née en Haïti et je serais prête à faire face à une série de situations, mais il y a toujours cette crainte par rapport à l'enfant. Est-ce que je ne peux pas mettre mon enfant face à une telle situation, comme moi, j'ai connu 1986, par exemple. Mais il y a toujours, une fois qu'on quitte et on va à l'extérieur, il y a toujours cette crainte. On ne peut pas emmener les enfants dans un tel climat. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens de la quarantaine, il faut vraiment qu'on tienne compte du fait que ces gens-là sont majoritairement des parents aussi. Est-ce que je peux dire que l'une des priorités, ou bien l'une des préoccupations majeures des Haïtiens vivant à l'étranger, c'est de pouvoir venir de temps à autre en Haïti? Effectivement, oui. Je dirais oui. Et après? Parce que nous sommes quand même la dernière génération qui peut mener cette bataille. Nos enfants ne le font pas. Ils n'ont pas d'attachement avec Haïti. Et d'ici les 10 à 20 prochaines années, nous allons ressentir une baisse de transfert d'argent sur Haïti. Parce qu'ils n'ont aucun attachement familial avec la famille en Haïti. Donc si aujourd'hui on estime à 2-3 milliards le transfert d'argent vers Haïti, si rien n'est fait, les petits qui grandissent actuellement à l'étranger seront totalement déconnectés avec le pays et l'on doit s'attendre à une baisse considérable. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Mais oui, et c'est compréhensible aussi. Parce que pour avoir cette attache, il faudrait justement que ces enfants aient la possibilité de grandir. Et nous, bon, on n'a pas non plus la prétention de parler au nom de tout le monde, n'est-ce pas, de la diaspora, mais on peut parler au nom de la majorité et de ceux que nous comptons. C'est une préoccupation quand même. Alors, disons-le ainsi, on se retrouve avec cette génération bien formée en Haïti, très bien formée en Haïti. Hein. On se retrouve à l'étranger. La majorité d'entre nous, on occupe des postes vraiment de cadre, mais pas dans n'importe quelle institution.
Il y en a qui sont des avocats, des sommités Des dans médecins. des domaines, des médecins, des juges dans les hautes cours un peu partout, aux États-Unis aussi et au Canada. D'autres sont des représentants. Nous avons des députés au Canada qui sont connus, mais ils portent c'est-à-dire leur cause, la cause de leur pays d'accueil magnifiquement bien et représentent aussi les Haïtiens à l'extérieur d'une façon impeccable. Parce que quand on les voit, on voit quand même que ce sont des Haïtiens. On va parler du Canada, en fait, de l'Haïtien, en fait, du Canadien d'origine haïtienne ou du Québécois d'origine haïtienne. Il y a toujours quand même cette étiquette. Hein, c'est notre essence, c'est notre identité. Alors, il faut mettre cela en évidence que cette crème, en fait, en tout cas, on a toute cette génération de gens qui sont à l'extérieur et qui sont restés très attachés. Moi, je suis restée très attachée. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer puisque à 40 ans, écoutez, vos enfants, si vous n'avez pas la possibilité de les emmener très souvent en Haïti, eh bien, ils resteront, ils adopteront pour de bon leur deuxième patrie. Et là, c'est fini, ce sera fini pour Haïti. Nous travaillons, non, ça ne sera pas fini. Nous travaillons justement pour qu'il y ait l'émergence d'une nouvelle Haïti, qui sera, comme je dirais, cette synergie. Maintenant, comment y arriver? Que faire aujourd'hui? Il faut parler de constitution. D'abord. Pour y arriver, d'abord. Non, mais ce n'est pas le fait de pouvoir venir en Haïti, participer aux élections, occuper un poste politique, c'est pas ça qui va contribuer à l'émergence d'Haïti. C'est parce qu'il va, à supposer que vous arriviez en Haïti et que la même situation continue de prédominer, d'exister, eh bien ça va pas changer. Est-ce qu'il y a pas un travail d'abord à faire? Mais ça prend tout un ensemble. Ça prend la Constitution qu'il faut revoir pour pouvoir nommer. Non, mais s'il y a sécurité, donc vous pourrez venir sans problème en Haïti. C'est sûr. S'il y a stabilité, est-ce que tout ça est lié à la Constitution? La sécurité est-elle liée à la Constitution? Tout à fait. Je peux comprendre pour la stabilité, mais... Tout à fait, Oui. tout est relié. Parce que la Constitution, c'est cette charte qui organise la société, qui nous organise au sein de cette société. Et cette Constitution, nous ne sommes pas les premiers à le dire ici sur le plateau. Cette Constitution est source d'instabilité. Est source d'instabilité. René Préval, Dixit. Les différentes commissions aussi qui ont travaillé. Les gens aujourd'hui ne contestent pas le fait que cette Constitution est inapplicable. En fait. Les gens contestent d'autres choses. La Constitution de 87, que ce soit la version amendée ou non, a aussi des défenseurs. On estime que... Tout à fait, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est pour nous un très grand défi. Mais je veux revenir à la question qui a été posée par rapport à ce comment. Moi, je dirais, et Junior aussi l'a si bien avancé, c'est que cela prend d'abord une révision de la Constitution. Pourquoi? Parce que nous autres, en fait, en étant à l'extérieur, nous voyons un cercle infernal, alors, de manque de création de richesse, d'emploi, qui cause un climat ou encore qui met en place un climat d'insécurité aussi. Il y a tout ça. Alors, si on aurait à revoir un peu les choses, on dirait... Nous, de la diaspora, on a la possibilité ou on a des projets, il y a plusieurs qui veulent venir investir, n'est-ce pas? Investissement, création d'emplois, déjà, c'est un plus dans le cadre de cette ambition que nous avons d'émergence d'une nouvelle Haïti. Alors, l'intégration serait un point important pour nous. Pourquoi? Parce que si nous venons ici, en tant qu'Haïtiens vivant à l'étranger, nous avons besoin d'un encadrement. Nous avons besoin, même pour les investisseurs, ils ont besoin d'un encadrement. Il faudrait voir maintenant ce qui nous encadre. Vous avez parlé de postes. Ce n'est pas une question de venir occuper des postes, etc. Je pense que, je dirais moi, ce n'est pas vraiment la façon que je vois les choses. Avoir la possibilité, si on regarde dans plusieurs, si on regarde la situation, ce qui s'est passé dans plusieurs pays de l'Amérique latine et d'Afrique, plusieurs ont vu que les migrants, les
mettons dans notre cas, les gens qui vivent, les gens de la diaspora, ils constituent un investissement aussi. C'est un levier important de développement économique. Donc, ces pays... Mais qu'est-ce qui vous veut dire? Qu'est-ce qui vous fait croire que cette constitution va changer l'ordre des choses? En fait, une nouvelle constitution va changer l'ordre des choses. Écoutez, j'étais encore très conscient en 1987. Écoutez, quand on parlait de la constitution, de la loi mère de 1987, écoutez, on croyait que cette constitution allait transformer... que cette constitution allait transformer Haïti en un paradis. C'est vrai que la loi mère était empreinte d'émotion. Mais à la limite, au final, qu'est-ce que ça a donné? On n'a jamais réussi à l'appliquer. Ou encore, on l'applique au besoin. C'était ça. Mais qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui qu'une nouvelle constitution sera appliquée? Oui, mais est-ce que la constitution de 1987 reflète la réalité d'aujourd'hui? Peut-être la réalité en partie de l'époque. De l'époque. Une constitution aussi doit être évolutive. Pardon. Elle ne doit pas être statique, dans le sens que nous avons une nouvelle réalité actuellement, et cette réalité fait en sorte que la majorité des gens, par la force des choses, se retrouvent à l'extérieur du pays, et ces gens-là, ils veulent revenir. Par la force des choses aussi, ils ont dû quitter le pays, mais prendre aussi une nouvelle citoyenneté. Et là, la Constitution leur dit, écoutez, une fois que vous prenez vous adoptez une nouvelle Constitution, une nouvelle nationalité, c'est comme si vous n'êtes plus haïtien. Et pourtant, nous sommes haïtiens. Nous sommes haïtiens. Nous sommes haïtiens. Dans notre passeport, même lorsqu'on a la citoyenneté dans notre pays, c'est clairement indiqué que le pays de naissance est Haïti. Alors moi, le Canada ne m'a pas imposé de renoncer à ma nationalité haïtienne pour être citoyenne canadienne. Donc c'est tout ça que nous voulons défendre, c'est-à-dire on peut être citoyen de notre pays et occuper aussi, c'est-à-dire une place importante dans notre pays d'origine. Et c'est ce que je disais, que plusieurs autres pays l'ont fait, des pays de l'Amérique latine et d'Afrique l'ont fait. Et ça a donné beaucoup de résultats. Exactement, ils ont permis que les expatriés, c'est-à-dire que tous ceux qui vivent à l'extérieur, soient en mesure non seulement d'investir, mais de prendre part aux discussions, de prendre part au développement du pays, aux grandes décisions qui se prennent par le cadre, c'est-à-dire par le biais de vote, comme on dit, mais aussi par le biais de représentativité parlementaire. C'est-à-dire il y en a qui ont des sénateurs de la diaspora. Et quand on regarde ces exemples de pays, et nous avons un document que nous avons préparé, des notes de cadrage qui montrent comment est-ce que cet exercice à travers différents pays a porté fruit, que ce soit en France, au Sénégal, au Maroc, en Algérie. Ils ont vu comment est-ce que la diaspora est un levier important. Mais alors ils ont dû adapter plutôt leur constitution et leur politique en conséquence. Ils ont une politique de migration qui tient compte de ces demandes et de cette réalité. Voilà. On va observer la pause. Au retour, vous nous direz si vous avez réfléchi à des propositions dans l'éventualité d'une révision de la loi mère. Et si oui, quelles sont donc les... Est-ce que c'est seulement vous accepter ou encore permettre à ce que la diaspora puisse participer aux affaires politiques et ceci à tous les niveaux? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Est-ce qu'il y a d'autres propositions qui auraient été vues le jour à la suite de multiples réflexions de l'IDNH, qui est l'intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti? Mais on verra tout cela après la pause. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités représentent IDNH, l'intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. C'est le temps de la pause et à tout de suite. Le Point est patronné par la BNC, Banque nationale de crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Junior, Jean-Rémy et Valérie Mazir sont les invités. Ils représentent la structure Intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Il y avait une question avant la pause.
à part cette question politique, pouvoir participer à un poste élevé, pouvoir briguer un poste élevé au Sénat de la République, la députation, à la présidence, et même... Nous sommes déjà à la mairie. Devenir Premier ministre, le cas échéant. Et à part cet aspect, est-ce qu'il y a une autre proposition que nous faisons? Est-ce que nous réfléchissons à d'autres propositions comme cahier de charges, mais cahier de doléances de la diaspora? Je vais laisser le... Valérie? Oui. Oui, alors, oui, nous y avons pensé. Alors, en mars dernier, ça nous fait, nous mettons ensemble ça que nous les notes conceptuelles, la note conceptuelle de la diaspora. Qui c'est qui ça, en fait? Qui c'est un ensemble de réflexions. Son travail je dirais, de synthèse, de toute proposition, de toute revendication que plusieurs organisations ont fait depuis un certain temps déjà, depuis la fin des années 90, début de 2000, etc. Alors, on a été voir ce qui existait, qui c'est ça qui était là déjà, et nous décider qu'à partir de ça qui là, n'a pas adapté aussi à réalité, et proposer en note conceptuelle. En note conceptuelle que nous voyons dans différents paliers gouvernementaux. Nous voyons les tout by la presse, les ambassades, les partis politiques, certaines organisations aussi de la société civile. Et là-dedans, nous répertorions toutes revendications que membres de la diaspora fait valoir. Et ce ne sont pas nos revendications de l'IDEN, c'est bien revendications de l'ensemble des organisations qui serait quoi? Comme protéger les acquis constitutionnels des Haïtiens qui ont la double nationalité, faciliter la mise en application de mesures réglementaires pour permettre à ces Haïtiens d'exercer leur droit de vote, comme on le disait, avoir la possibilité d'avoir un membre de la diaspora pour nous représenter au sein du CEP, du Conseil électoral provisoire ou permanent. Et on a pu le faire. Et on a pu le faire par... première victoire, on aurait dit ça. Première victoire. La diaspora reconnue en tant que secteur par la nomination de Madame Esperanza César, permettre aux Haïtiens vivant à l'étranger de prendre part à tout ce qui est comme, je dirais, des recherches, réflexions, participer aux référendums nationaux, recherche de consensus et tout ça. Faciliter aux Haïtiens, encore leur donner cette possibilité de s'inscrire sur les listes électorales de l'ONI. Et ensuite, comme dernière revendication, et ça c'est très important, c'est pousser pour qu'il y ait la mise en place de structures au sein des ambassades et des consulats pour permettre que Haïtiens qui vivent dans un pays étranger, qui participent à distance à vote. En élection représentée, qui ça? En élection représentée, je dirais, qualité institution, yo. C'est-à-dire la qualité du fonctionnement des institutions, avec des institutions qui fonctionnent, c'est-à-dire c'est ça, qui fonctionne bien, on va avoir un type d'élection qui a reflété tout ça. Alors ça se fait à travers une certaine transparence aussi, la participation de tout le monde. Donc être en mesure de participer aux élections à partir de l'étranger, pas seulement nous ayant la double nationalité, mais aussi les étudiants étrangers qui sont là-bas. Qui n'ont jamais pu voter. Qui ne peuvent pas voter, qui sont obligés de prendre... si les gens qui sont là-bas veulent participer, ils sont obligés de prendre l'avion et venir. Ils sont obligés de voyager. Alors nous voulons pousser pour qu'il y ait ces structures au sein des ambassades et des consulats pour que les gens puissent participer à vie nationale et décisions qu'elle prend pour le pays. Alors ça, ce sont les principales revendications que nous t'ai répertoriées dans ces notes qui sont disponibles même en version numérique et que nous avons fait circuler un peu partout. Et l'une... D'abord, dis-nous ça. D'abord, dis-nous, est-ce que liste de revendications, est-ce que disponible, est-ce que accessible, s'il vous plaît? Est-ce que l'autre monde qui est dans la diaspora, qui suit dans la colonie là, est-ce qu'il y a des moyens de prendre connaissance avec eux? C'est déjà disponible sur le site internet de l'organisation et nous avons distribué ça à travers le WhatsApp et d'autres réseaux aussi, en fichier PDF. Oui, c'est disponible. En version numérique, c'est disponible. Nous allons faire référence peut-être avant l'émission finie pour permettre que plus de monde
capable de prendre connaissance de eux. Oh. Et l'une des choses, si tu permets que je rajoute ça, Wendell, c'est que nous gagnons même en proposition que nous faisons dans notre conceptuel là, pour la façon qu'on verrait justement cette représentation parlementaire de la diaspora. En découpage par circonscription. Et pour nous, on dirait, bon, je vais rapidement donner quelques points, c'est-à-dire on peut avoir un député par découpage territorial ou par région. Alors, un pour la diaspora représentant un peu le triangle Brésil, Chili, Argentine, un pour le reste de l'Amérique latine, un pour l'Amérique centrale et les Caraïbes, hormis la République dominicaine, un député pour c'est-à-dire pour l'Europe, 3 députés pour les États-Unis. Donc, il y a quand même un travail de recherche qui a été effectué sur la base de ce qui se fait aussi dans d'autres pays et qui fonctionne très bien. Est-ce que vous avez pu rencontrer les membres du comité consultatif? Oui, il y a 2 semaines. Plus de 2 semaines, nous les avons rencontrés en fait le 11 décembre dernier. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes en Haïti en mission, non? Ou bien pour les vacances? Personnellement, moi j'avais décidé que cette année, après la Covid, d'ailleurs je devais rentrer en Haïti l'année dernière avec une question de loc, donc j'ai décidé de reporter mon voyage. Mais cette année, j'avais décidé de passer le mois de décembre chez moi en Haïti. Écoutez, c'est ça aussi l'idée que les gens doivent retenir de notre organisation. Nous sommes des jeunes et nous ne voulons pas seulement parler, nous voulons aussi agir. Moi, je dis, je fais le saut. J'entre en Haïti. C'est un moment crucial parce qu'il parle de constitution, etc. Nous avions une proposition à faire et nous voulions aussi apporter notre grain de sel à ce qui se passe et mettre aussi la main à la pâte. Et nous avons dit que nous allons venir présenter le projet. Et comment a été l'accueil? Quelles ont été les réactions? Le conseil, auprès du conseil. Le comité nous a, en fait, ils ont accueilli la note conceptuelle avec, c'est-à-dire ils étaient très satisfaits parce qu'ils ont vu que c'est un travail méthodologique quand même qui a été effectué parce que nous n'avons pas seulement, c'est-à-dire repris certaines réflexions, etc. Nous avons fait un travail de recherche où nous avons été voir... Et on avait les réponses des questions. Aux questions, c'est ça. Nous avons été voir ce qui était disponible, qui ça qu'a fait ailleurs et pourquoi est-ce que ça ne peut pas se faire en Haïti. Alors ce travail avait été très bien accueilli. Nous avons aussi réservé... C'est-à-dire, c'est un document qui, sincèrement, quand on prend le temps de le lire, on va comprendre qu'il y a beaucoup à faire. La diaspora, ce n'est pas une question de venir occuper un poste politique. C'est plus que ça. C'est une ressource importante. C'est un levier économique important. Et aussi, nous avons des gens de la diaspora qui ont une formation, une culture politique qui peut bien faire partie de l'arène politique, etc. et prendre part aux décisions. Écoutez, nous le faisons, nous connaissons le processus. L'éducation électorale et l'extérieur, nous l'avons. Alors, on peut aussi contribuer avec ceux qui sont ici. Nous mettons tête ensemble pour nous reconstruire nation et reconstruire les changements que nous voulons pour Haïti. Ce n'est pas une question de juste venir en Haïti, la diaspora vient, non, c'est une question de venir, par exemple, là revenir encore, chez nous. Nous avons un gros problème qui est posé chaque fois qu'il y a une élection. C'est quantité de temps pour un résultat. Quand il y a des gens qui optent pour gagner un vote électronique, qui est peut-être capable de faciliter la transparence, et en même temps permettre que nous connaissions le résultat rapidement. Mais l'idée, ça a toujours rejeté par nos politiciens qui ont même tout été quoi que ce soit, machine à tout programmer à l'étranger, c'est ça a toujours dit, ou bien ils ont pensé que ils n'ont pas de contrôle, appareil ça. Et ça me dit, moi, je dis que soit pour les gens qui sont au pouvoir ou bien les gens qui sont dans l'opposition. En pile là-dedans, ils ont besoin d'un contrôle appareil dans tout. Mais si nous pensons de pays, nous ne sommes pas capables de façon personnelle. Bien dit, belle parole. Maintenant, il y a autre question. Combien de monde qui a parlé, qui effectivement pense ce pays? Bon, ça, on va réfléchir à la réponse. On va pas être capable. Mais ça me demande, non. Est-ce que dans l'éventualité, par exemple, que vous voulez permettre que nous votions à travers les consulats, à travers les ambassades, est-ce que nous entrevoyons déjà un coup de main dans ce sens que nous-mêmes nous sommes capables de faire? Si oui, qui j'en? Et qui ça nous est capable de faire? Moi-même, capable d'aller plus loin pour me dire, Wendell, si demain, il y a dit diaspora capable de voter, mais il y a un problème financier qui t'a supposé capable d'aider à acheter des équipements parce que ça coûte cher. Parce que
Pas plus que ça. Oui, pas autant que ça. Parce que moi, je suis capable, avec des preuves à l'appui, que... Moi, c'est non plus coquin que... Parce que nous avons plusieurs machines qui ont été achetées en 2012-2013, qui pourri présentement dans le consulat, qui étaient supposées servir à émettre des cartes d'identité pour Haïtiens qui ont la diaspora capable de participer à la prochaine élection. Si je ne me trompe pas, c'était constitution amendée qui était faite sous prévalant, mais que le président Martelly était publié et qui a été rentré pour diverses raisons. Je suis capable de dire diaspora prêt pour être capable de râler comme blanc poche. Chaque monde est capable de contribuer $2, $10 et est capable de gagner assez l'argent pour aider l'État haïtien à acheter équipement pour permettre de voter. Je pense que diaspora prêt pour ça. Et il y a aussi deux choses. En réalité que Covid vient installer tout à l'extérieur, chez nous dans la diaspora. La réalité n'est plus ce qu'elle est, c'est-à-dire c'est très difficile la situation Covid là, il frapper pays États-Unis, Canada, bon, en tout cas le monde, d'une façon inimaginable. Alors moi-même je regarde mon pays, Haïti, et je dis terre d'opportunité, parce que il y a beaucoup à faire. En termes, si on regarde en termes d'infrastructure, Haïti a une richesse. À savoir, nous avons soleil et nous avons temps chaud à l'année. Et si vous regardez par rapport au Canada, je prends exemple Canada parce que c'est Canada ma vive, distance par rapport au Canada, il doit permettre que un pile investisseur vienne utiliser terrain pour parc industriel, pour une série de bagailles. Donc, Covid là fait nous réaliser dans la diaspora que, en fait, ceux qui réfléchissent bien sûr, que il y a possibilité de faire un pile tout Haïti qui est proche. Nous avons fait un pile bagaille. Parce que dès que vient cette période de froid au Canada, par exemple, qui s'installe, c'est la période des grippes. Pendant combien de temps nous pourrons vivre situation ça de Covid? Je ne crois pas que nous sommes capables d'éradiquer toute situation ça de pandémie qu'on y a. Ça va encore prendre un certain temps. Donc c'est pour ça que moi je dirais, ou encore je lancerai ce message, que on est prêt à investir pour faciliter le vote. On est prêt à investir dans le pays. On est prêt à mettre tête ensemble pour nous ça réaliser un paquet de bagages. Alors faisons-le. Que les Haïtiens réalisent la richesse qu'ils ont. C'est le temps pour nous de le réaliser et mettre de côté cette méfiance. Comment faire naître justement la confiance? Comment créer la confiance? Parce que bon, je suis on voit au métel dans le consulat. Il y a mon cap du consacré. Attention, mon consulat a trafiqué quand même parce que c'est mon pouvoir qu'il a. Oui ou non? Son exercice qui peut, en fait, c'est à longue haleine. Et deuxièmement, faut-il bien que il y a une capacité, il y a une possibilité pour identifier mon ça autour. Oui. Il est estimé à plus de 5 millions, non? La diaspora? La diaspora ici? Presque 5 millions. Nous sommes capables de dire haïtiens qui voyagent, qui prennent double ou l'autre citoyenneté. Mais si on a parlé de petites nous qui fait l'autre bord, qui soit de ces haïtiens et tout. Parce que la Constitution reconnaît 200. Ça veut dire que nous sommes capables de dire l'autre 5 à 7 millions de haïtiens à l'étranger encore. Nous facilement presque 10 à 12 millions haïtiens à l'extérieur. Ouais. Alors comment faire? Comment jouer ou encore comment apaiser cette forme de méfiance? Oui. Moi-même, je dirais en posant des actions concrètes. Pour commencer, moi je suis là, ça c'est une action. Il y a des gens qui pas posé. Moi je dis, il faut vraiment croire d'abord que c'est possible. C'est possible de faire la différence. Les Haïtiens, on est intrinsèquement comme humains et son peuple. Nous, son peuple, nous pas méfiance ça, moi-même. Nous, c'est monde. Exactement. Alors pour moi, je ne peux, en fait, j'ai de la difficulté à croire que nous pas capables de river, mettre tête ensemble et puis pour nous vraiment faire ça pour nous faire. Alors c'est possible. Moi, je crois, je suis une personne optimiste de nature et je pense que ce n'est pas, il faut aussi être réaliste, mais c'est pas un bagaille surnaturel. Il y a des actions à poser, il y a des décisions à prendre. Et cette décision-là, il doit supposer commencer d'abord dans la famille,
papa, maman, petite, qui c'est déjà première cellule en société, et après nous grandit dans le cadre. Il faudrait que chaque monde commence à réaliser que voilà, c'est assez, il est temps de faire quelque chose. On ne peut plus continuer de la sorte. Il est temps de faire quelque chose. Nous sommes dit dans le commencement de l'émission que nous rencontrons plusieurs secteurs. Oui. Nous disons rencontrer des partis politiques. Oui. Des partis politiques. Des partis politiques modérés, de l'opposition. Fusion, on a rencontré Fusion, on a rencontré, je ne me rappelle pas. Non. Autant que je me rappelle, je connais que Fusion gagnait une dirigeante qui pour. On a rencontré Madame Supplice, on a rencontré Madame Supplice et surtout on a rencontré plusieurs anciens premiers ministres aussi. On voulait entendre leur voix sous dossier intégration diaspora et entre autres une monde qui était vraiment d'accord avec l'intégration de la diaspora haïtienne, c'était M. Evans Paul que nous félicitait. Il était même nous des façons pour nous faire et des idées tout pour nous être capables de remanier notre conceptuel-là et notre conseil était très important. Donc, ce qu'on a fait, c'est-à-dire depuis mars, depuis Covid, là, on était majoritairement confinés. Alors, on a décidé de lancer les débats et de faire les rencontres. Donc, on a profité de ça. Ah oui, on a profité au maximum. On a tenu le cap. Nous tenions des émissions virtuelles sur Facebook. Côté nous commençons à relancer les débats de diaspora. On avait des invités, des économistes qui viennent parler, etc., sur l'impact non seulement Covid là, sur la diaspora, mais ce que ça va impliquer qu'on y a là, que nous relancer en Haïti la question de la diaspora. Alors, on a vu aussi les gens du secteur de la société civile. Oui, même de l'opposition aussi. On a rencontré le docteur Gilles aussi. Oui, on a eu, parmi les représentants de la société civile, il y a plusieurs organisations. Il y avait Fonds Posé, il y avait Vaudou, on avait le secteur, oui, représenté par le secteur Vaudou. Pourquoi ça me pose une question? C'est parce que la bonne décision, mais la décision qui vous plaira, viendra très certainement des acteurs, des protagonistes. C'est eux. C'est eux pour dire oui, mais ça a voulu, mais ça n'a pas voulu. C'est eux pour tendre des propositions. Et puis maintenant, pour essayer d'appliquer. Et si on n'a pas fait tout jusqu'à présent, si la diaspora est tenue à distance, c'est comme ça. C'est eux d'accord, c'est eux responsables. Oui, nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de dire. Nous sommes capables de dire comme ça. Oui. Et entre autres, l'invitation que nous voyons, plusieurs partis politiques et même des gens de l'opposition ou du gouvernement, nous sommes capables de faire entrer, bon, nous ne va pas étaler des noms, mais nous sommes capables de à travers des gens qui répondent positivement et des gens qui juste ignorent tout, et puis qui certains commentaires tout que nous entendons, qui sont favorables ou non favorables à l'intégration de la diaspora. Oui, est-ce que c'est mal expliqué l'objectif des marches noires, ou bien volonté, ou désir, ou souhait de la diaspora qui fait que il doit s'ignorer des marches noires, ou bien il y a des commentaires négatifs qu'il fait? Bon. Il y a certains commentaires que nous t'arrêtons dissocier, c'est-à-dire cette image que bon, la diaspora est prétentieuse ou des choses comme ça. Non, mais nous-mêmes, en tant que tel, on veut vraiment dissocier. Vraiment, d'accord. Hein? Oui, mais nous-mêmes, c'est ça tout que comme nous en Haïti, il y a des bons monde, des vagabonds, tout. Oui, tout à fait, mais est-ce que, moi-même, moi, dis que, est-ce que c'est ça qui pourra le servir à un bagage pour le pays? Parce qu'il y a des gens compétents dans la diaspora qui voulaient retourner à la caillou et qui vous disent, bon, moi-même, quand il y a là, moi, je fais ces jours, moi, dehors, moi, je voulais retourner à la caillou. Moi, je suis impliqué dans la caillou. Je suis travail, moi, c'est enseignant, moi, retraité, je suis à l'enseigner en Haïti. Pourquoi est-ce que la personne ne pourrait pas le faire? Dans 5 minutes, on a fini. Et mes femmes sortir avec nous, après nous sortir avec un. Par contre, il y a une annonce. Le sorti là, arrivé au Canada. Et probablement Jean-Rémy lui-même a prêté ici. Oui, j'habite ici. Prêté ici. C'est qui ça pour la prochaine étape des marches noires? Parce que nous avons rencontré des membres du gouvernement, nous avons rencontré des partis politiques, des membres de la société civile, secteur Vaudou et autres. Nous avons rencontré même un comité qui travaille sur la Constitution qui est bien accueilli, si je bien comprends ça, nous dit en proposition. Qu'on est là, ce n'est pas qui ça. On a dit le next step, c'est. Next step. On a une rencontre avec. On doit avoir une rencontre avec les membres du Conseil électoral et les membres de l'ONU aussi, pour nous capables de garder qui façon que Haïtien est capable d'arriver à voter et nous et tout. Est-ce qu'il y a des moyens financiers autour qui peuvent permettre ça faire? Qui mécanisme, qui ça que vous mettez en marche? Ça, c'est la prochaine étape.
Ça, c'est l'une, pour nous, sont une étape très importante que liée. Il y a aussi le fait que nous pourrons continuer encore, parce que c'est son travail de sensibilisation de longue haleine. On n'arrête pas. Puis cette équipe, on travaille des fois même jusqu'à 2 h du matin. On n'arrête pas. On est des professionnels. La journée n'a fait, mettons, nos emplois, mais après, on a un temps qu'on consacre justement à la cause de la diaspora, etc., pour faire avancer les choses. Donc vous êtes en contact permanent. Oui, permanent. On est une équipe vraiment très solide, un peu partout, et les gens, ils répondent, on reste connectés. On continue le travail de sensibilisation. On a aussi un projet, et parce que c'est très important, diaspora très relié à tout ce qui est tourisme, le tourisme d'affaires et le tourisme d'agrément. Donc on va se pencher sur cette question-là pour nous, comment est-ce que nous sommes capables de développer tout aspect ça. Parce qu'à partir de 2021, un peu partout dans le monde, on parle de relance économique. Nous-mêmes, en tant que diaspora, pour nous, la relance économique aussi passera par tout ce qui est tourisme, etc. Donc, on va se pencher là-dessus et on continue à travailler avec les autres organisations, avec le ministre du MAVE aussi, le ministre D, qui sont en relation très proche aussi avec plusieurs organisations de la diaspora. Alors, c'est un peu ce qui est prévu. Alors, madame Aimé, que pour partir avec déception et illusion, parce que quand même, pour tout ça, au fait, pour mon vie investi, pour une relance économique, pour touristes venus, pour nous faire va-et-vient entre Haïti et le reste du monde, côté nous basé, il faut qu'il y ait sécurité. Il faut qu'il y ait sécurité. C'est la première chose. Il faut que le kidnapping baisse. Il faut qu'on continue à traquer les kidnappeurs jusqu'à leur niveau de tranchement. Mais écoutez, nous avons possibilité. Nous avons possibilité aujourd'hui. Nous étions optimistes, j'en ai dit. Moi aussi. Je reste très optimiste. Nous croyons que le problème kidnapping n'est pas résoudre. Moi, je pense que oui. Il est arrivé en 2004, si je ne me pas trompé, il est arrivé à résoudre. Je pense qu'il y a une solution à ça. Et tout ça qui crée situation, c'est politique, l'instabilité politique. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un pays qui est stable, nous avons besoin d'un pays côté que mon richesse qui est capable d'entrer, de faire un seul à monde qui est ici et puis créer stabilité politique et économique. Parce que moi-même, je ne pas penché vraiment sur la question d'insécurité ça à fond, pour plusieurs raisons. Mais il faudrait voir que la base, quand même, qui mettons un système comme ça d'insécurité, son système précaire, son pauvreté qui est déplorable. Mais qui peut résoudre. Moi, je dis qu'il y a un effet domino à tout ça. Et il faudrait vraiment que nous commencions, chaque monde, mettre tête ensemble pour nous vraiment commencer à considérer le pays. Oui, mais la question de sécurité, elle t'a supposé premier problème pour résoudre. C'est un effet domino, comme on dit. Parce que pour sécurité, on résout tout, il y a toute question de développement tout, qui pourrait entrer en considération pour nous créer d'emplois. Parce que l'insécurité en tout, c'est à base de... C'est que nous avons 15 ans encore. Bon, ça, on ne le sait pas, mais nous travaillons pour ne pas durer tout ça. Parce que dans 15 ans, nous avons un grand pays. À court terme, nous avons pensé à l'intégration, nous, à travers, de toute façon, un référendum qui est prévu au mois de mars. Nous sommes très optimistes par rapport à référendum, ça, exercice ça. Nous avons fait sensibilisation pour encourager les Haïtiens à venir. Ah oui, et plusieurs m'ont demandé de garder le cap. De continuer et on nous demande vraiment de ne pas lâcher prise parce que les gens comprennent que c'est incontournable, l'intégration diaspora. Et à court terme, ce serait ça, et à long terme, ce serait vraiment comment est-ce que nous allons envisager pour différents secteurs, comment est-ce qu'on va travailler ensemble, la mise en place des politiques publiques aussi qui vont permettre, faciliter l'intégration, ça à tout, pour nous, ça travaille. Et c'est une sensibilisation de longue haleine. Oui. Parce que, même la diaspora, tout, des fois, il faut expliquer, ou pas qu'à entrer en considération politique avec personne. C'est-à-dire, si vous voulez l'intégration, on focus sur lui, pas faire considération politique. Junior Jean-Rémy, Valérie Mazil, les invités de la rubrique Le Point de ce lundi 4 janvier 2021. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Encore une fois, une très bonne année. Merci Valérie. Merci Wendell, Monsieur Théodore, de nous avoir à notre plateau aujourd'hui.
tous mes meilleurs vœux. Et aussi, c'était un plaisir de partager ce petit moment avec le public de Métropole. Junior, vous avez un dernier mot, quelques secondes? Je veux juste vous dire merci. C'était vraiment bien. Et je pense un peu le monde a tiré des idées, des informations importantes à travers de Sanabzio et IDNH organisation qui rapidement. L'adresse pour le site internet, c'est le www.ideh.nh.com. .org. Excusez-moi. Et il y a aussi sur Facebook, ils peuvent facilement nous trouver. IDENH, Diaspora Nouillet. IDENH, Diaspora Nouillet. Ce serait un peu... Oui. Merci infiniment. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole. Valérie Basile et Junior Jean-Rémy étaient les invités. Ils représentaient sur ce plateau IDNH, l'intégration de la diaspora pour l'émergence d'une nouvelle Haïti. Passez une bonne semaine et encore une fois, excellente année à chacun de vous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.